Science. Stop Science, en collaboration avec l'Université du Gondor Minas Tirith Sciences et Magie en Terre du Milieu, vous présente aujourd'hui l'histoire naturelle de la Terre du Milieu. Oh, mais on les entend d'ici, les rabat-joie. On s'en fiche, c'est qu'un film, et gna gna ni, et gna gna gna. Mais figurez-vous que non, Le Seigneur des Anneaux, ce n'est pas qu'un film, ce sont 6 films. Ainsi que tout un univers étendu qui a été développé au travers d'une pelletée de bouquins qui ont inspiré auteurs, ménestrels, troubadours, poètes et autres artistes de tout pinceau et de tout poil. Alors pourquoi pas des scientifiques, hein ? Comme le dit mon docteur, la science, c'est cool. Alors, commençons par situer la Terre du Milieu dans l'univers. La Terre du Milieu possède un soleil, des jours et des nuits, et connaît des cycles lunaires en tout point identiques aux nôtres. Ce qui nous montre qu'Arda, la planète qui porte la Terre du Milieu, est ronde, tourne sur elle-même et autour d'un soleil, et possède un satellite naturel similaire à notre Lune. En fait, Arda est la copie conforme de notre Terre, elle est simplement située dans une réalité, disons, alternative. Oui, enfin, on notera quand même que les masses continentales d'Arda sont assez différentes de celles de notre Terre. Il y a les terres immortelles ou Valinor à l'ouest et la Terre du Milieu à l'est. C'est quand même pas exactement comme chez nous. Oui, et cela montre qu'Arda a connu une histoire géologique qui lui est propre. Pour commencer, regardons la carte détaillée de la Terre du Milieu, le mieux connu de ces deux continents. On y voit apparaître de nombreuses chaînes de montagnes qui sont autant de cicatrices d'une histoire géologique mouvementée. Et oui, une montagne ne se situe jamais là par hasard. Elle est généralement le fruit de la collision entre deux plaques tectoniques qui cheminaient dans des directions opposées. C'est ainsi qu'en Terre du Milieu, on peut voir des montagnes relativement anciennes, basses et au sommet érodés par le temps. Et des montagnes plus hautes, car plus récentes. Les plus anciennes montagnes de la Terre du Milieu sont les montagnes bleues, à l'ouest de la comté. On sait que ces montagnes sont les plus anciennes, car elles ont eu le temps de se former, puis de s'effondrer sous leur propre poids, et d'être érodées au fil du temps, un peu à l'image du Massif central et des Vosges en France. En effet, le Massif central et les Vosges, et même une bonne partie de la Bretagne, formaient entre 350 et 250 millions d'années une immense chaîne de montagnes qu'on appelle la chaîne hercynienne. Cette chaîne de montagnes est née suite à la collision de deux masses continentales, le Laurentia au nord et le Gondwana au sud, il y a 350 millions d'années. C'est d'ailleurs à cette époque que se forme la Pangée, le continent unique qui a vu la naissance des dinosaures. Ainsi, ces montagnes basses et rondes qui forment le Massif central, le Massif armoricain et les Vosges sont en quelque sorte les cicatrices presque résorbées de cette antique chaîne montagneuse hercynienne. Et avant cette époque, le territoire français était divisé, partagé entre le Gondwana et le Laurentia. Pour la Terre du Milieu, c'est pareil. Les montagnes bleues représentent la dernière partie émergée d'une ancienne chaîne de montagnes en partie effondrée et aujourd'hui engloutie sous les eaux. Elle est le témoignage de la collision qui a eu lieu autrefois entre la plaque tectonique du Valinor et celle de l'Eriador. Et oui, à l'époque la Grande Mer n'existait pas. Terre du Milieu et Valinor étaient soudés et formaient la Pangée d'Arda, vieille comme la chaîne hercynienne d'au moins 300 millions d'années. Et voici apparaître la chaîne de montagnes qui forme la cicatrice de la collision entre Valinor et Eriador, l'équivalent de la chaîne hercynienne sur la Pangée d'Arda. Plusieurs millions d'années plus tard, peut-être une centaine, la Pangée d'Arda a commencé à se disloquer, comme la nôtre. Les mouvements de convection du manteau terrestre ont créé une dorsale océanique entre Valinor et Eriador, qui a, encore des millions d'années plus tard, fini par séparer de nouveau les deux masses continentales. L'intense activité volcanique au niveau de cette dorsale océanique et l'accumulation de coulées de lave ont même conduit à l'apparition d'une île volcanique, Numénor, qui est un peu à la Grande Mer d'Arda, ce que l'Islande est à l'Atlantique. Évidemment, la lente dérive vers l'est du continent portant la Terre du Milieu ne s'est pas faite sans heurts. Et la plaque Eriador a rapidement fini par rencontrer d'autres plaques tectoniques sur son passage, avec lesquelles elle est entrée en collision, formant de nouvelles montagnes. Il y a d'abord eu la collision avec la plaque Rovanion et le vieux craton granitique du Rohan portant l'actuel Isengard, le royaume du Rohan et le royaume nain d'Erebor. Mais attention, ces derniers n'existaient pas encore et n'apparaîtront que des millions d'années plus tard. Cette collision d'une rare intensité a donné naissance aux montagnes grises, aux monts brumeux et à la Moria, dont les failles profondes ont été maintes fois réactivées, ce qui a permis la formation et la précipitation en filons d'un alliage naturel de platine et de palladium, formé à très haute pression et très haute température, le précieux mithril. L'ensemble Rovanion plus Eriador va ensuite rencontrer la plaque du Gondor, formant ainsi une grande chaîne de montagnes dont l'effondrement partiel donnera naissance à la baie de Belfalas, ne laissant sur pied que les montagnes blanches. Ce sont ces dernières qui porteront plus tard les futurs feux de détresse du Gondor. L'histoire des montagnes blanches ressemble à celle des Pyrénées.
Comme elles, les Pyrénées sont à la fois relativement anciennes et encore très hautes. Elles ont donc dû, comme les Pyrénées suite à la rotation de la plaque ibérique contre le sud de la plaque eurasiatique, se former il y a entre 100 et 50 millions d'années. La chaîne de montagnes qui résulta de ce mouvement de plaques s'appelle la chaîne pyrénéo-provençale. Elle s'est aujourd'hui complètement effondrée, entraînant dans sa chute la formation du golfe du Lion. Saviez-vous que la Corse et la Sardaigne étaient autrefois rattachées à la France ? Eh bien, c'est ce même effondrement qui, entre 30 et 10 millions d'années, détacha la Corse et la Sardaigne du continent. Finalement, ce qu'il reste de la chaîne des Pyrénées n'est que la partie émergée de cette très ancienne chaîne pyrénéo-provençale. Le dernier événement tectonique, et pas des moindres de l'histoire de la Terre du Milieu, est la collision de cette dernière avec une toute petite plaque venue la poinçonner par l'est. Je veux bien sûr parler du Mordor. Non mais la musique c'était pas la peine, hein. Sauron était même pas né, d'ailleurs même son espèce n'était pas encore née. L'arrivée de la plaque du Mordor a bouleversé la géologie de la Terre du Milieu. Premièrement, les jeunes montagnes, à la fois hautes et escarpées qui entourent la plaque du Mordor, forment un bastion naturel qui explique que, dans ce cas comme dans bien d'autres, les frontières politiques recouvrent les frontières géologiques naturelles. C'est exactement comme pour l'Italie. La plaque portant l'Italie qu'on appelle plaque apulienne a percuté et percute encore l'Eurasie, et la chaîne de montagnes résultante, les Alpes, forme une barrière naturelle infranchissable dont les Italiens ont stratégiquement fait leur frontière. On retrouve d'ailleurs la même logique stratégique au niveau des Pyrénées entre l'Espagne et la France. Deuxièmement, le caractère très intrusif de la collision avec la plaque du Mordor va faire rejouer de nombreuses failles anciennes. Elle va d'abord rehausser les anciennes montagnes, en particulier les montagnes blanches. Mais surtout, elle va faire rejouer les vieilles failles associées à la collision de l'Eriador, du Rhovanion et du Gondor côté est. Alors que les forces agissaient jusque-là en compression, elles vont s'inverser et faire agir les failles en extension. Et un grand rift va se former, c'est-à-dire une zone où les plaques continentales s'écartent et où la croûte s'amincit. Cette zone d'effondrement, le rift Anduin, va livrer passage au long fleuve du même nom, exactement comme en France où les rifts alsaciens de Limagne et du sillon rhodanien vont livrer passage à de grands fleuves tels que le Rhin ou le Rhône. Ces zones de rift français ne se sont pas formées suite à l'arrivée du Mordor, bien sûr, mais suite à la surrection des Alpes il y a 20 millions d'années, qui ont fait rejouer les très vieilles failles situées le long de l'ancienne chaîne hercynienne selon cet axe nord-sud. Ces rifts sont des reliefs négatifs et par conséquent il s'agit de zones privilégiées pour l'accumulation de calcaire et d'autres sédiments formant des pierres qui seront très prisées par les hommes pour la construction de forteresses par exemple. À partir de maintenant, nous entrons dans ce que l'on pourrait appeler l'histoire de la Terre du Milieu, qui se distinguerait de sa préhistoire par le fait que les événements géologiques que nous relaterons désormais auront fait l'objet d'une description, plus ou moins teintée de mythologie, dans le grand livre des légendes d'Arda, le Silmarillion. Commençons par le volcanisme. Faire des failles et des trous partout dans la croûte terrestre pendant des millions d'années n'est jamais sans conséquences. Sûrement pas, et toutes les failles qui sont apparues à l'occasion des collisions des continents les uns avec les autres vont être autant de zones de faiblesse qui vont permettre la remontée du magma en fusion depuis le manteau jusqu'à la surface, comme du café dans un sucre. C'est par ailleurs exactement ce qui s'est produit dans le Massif central. Pensiez-vous que les volcans s'y trouvaient justement par hasard? Mais non, c'est bien parce qu'ici se trouvait déjà un grand nombre de failles que le magma s'y est faufilé et a formé les fameux volcans d'Auvergne. Le Massif central est parcouru de volcans de tous âges, mais les plus récents, comme ceux de la chaîne des Puys, ont moins de 40 000 ans et ne sont techniquement pas éteints. Alors, ces volcans de la terre d'Arda, où sont-ils? Il y a bien sûr Orodruin, la montagne du destin, l'unique volcan actif connu en Terre du Milieu et dont les cendres et les laves noires recouvrent complètement le Mordor. Il y a ensuite l'Isengard, demeure du sorcier Saruman dont la terre noire et la forme en cratère trahissent la nature volcanique. Il s'agit certainement d'un ancien cratère d'explosion qu'on appelle une caldeira. Mais ce volcan n'est pas inactif pour autant puisque Saruman utilise la chaleur dégagée par la lave pour alimenter ses forges. Il y a aussi des points d'activité volcanique plus intenses mais moins connus. D'abord la chaîne de Tangorodrim, des volcans dont les laves se sont injectées à travers les failles de l'ancienne chaîne des Montagnes Bleues. Ces volcans extrêmement actifs protégeaient la demeure du légendaire maître de Sauron, celui qui lui a tout appris du mal, Melkor. Et enfin, il y a l'île volcanique de Numénor dont nous avons déjà parlé et qui connaît un regain d'activité important puisqu'il va conduire ni plus ni moins qu'à la destruction totale de l'île à la fin du Premier Âge il y a 6000 ans environ. De même, les volcans du Tangorodrim, bien qu'effusifs, vont exploser, un phénomène rare qui survient lorsque la masse de lave rencontre une nappe d'eau souterraine. Le cratère gigantesque résultant est appelé Mare. L'explosion de ce Mare va engloutir toutes les régions environnantes, en particulier le Beleriand et l'Angband à la fin du Premier Âge, une fois de plus il y a à peu près 6000 ans.
Cet événement fut si catastrophique que la légende s'en souvient encore en l'associant à la mort du dragon mythique Ankalagon le Noir. L'engloutissement à peu près synchrone du Numénor, de l'Angband et du Beleriand pourrait aussi être en partie dû à la fin d'une période glaciaire de courte durée. On sait en effet qu'avant la fin du Premier Âge, un glacier recouvrait la région d'Elcarax qui permettait de passer à pied sec entre la Terre du Milieu et les Terres Immortelles, à l'image de la Béringie qui, dans notre monde à nous, permettait durant la dernière ère glaciaire de passer à pied sec entre l'Asie et l'Amérique. La fonte du glacier d'Elcarax et l'eau qui l'a relargué dans les océans a certainement contribué à l'engloutissement du Numénor et du Beleriand Angband, en plus de l'activité volcanique. Il est à noter que la disparition du pont naturel entre la Terre du Milieu et les Terres Immortelles est relatée dans la légende comme l'époque où la Terre cessa d'être plate, sous-entendu unie, pour devenir ronde. Jolie métaphore. N'est-ce pas? Mais finalement, qu'est devenu le climat de la Terre du Milieu après tous ces bouleversements géologiques et climatiques ? Eh bien, croyez-le ou non, mais la réponse nous vient d'une simulation sur ordinateur dont les résultats ont été publiés en ligne et qui est signée de Radagast le Brun lui-même. Si vous le souhaitez, un lien pour télécharger la publication est accessible dans la description de la vidéo. Cette simulation, ou ce modèle climatique si vous préférez, montre que le climat de la Terre du Milieu n'est pas si différent de celui de notre Terre. Il compte en effet une zone tempérée, une zone polaire au nord et une zone aride à l'équateur comme sur Terre. La zone tempérée, où se trouve la luxuriante comté et l'impénétrable forêt sombre, possède un climat très semblable à celui de la France, et est recouverte par une végétation qui lui est très comparable. Le modèle de Radagast nous apprend même que les précipitations venant de l'ouest sont bloquées au-dessus de la comté par les monts brumeux, et donc que les plaines à l'est de ces montagnes connaissent un défaut de précipitation par rapport à celles situées à l'ouest. La fertilité des terres de l'Ouest, due à ce surplus d'arrosage, expliquerait pourquoi l'agriculture s'est solidement établie à l'ouest des monts brumeux, en territoire hobbit notamment, alors que les territoires de l'Est, peuplés d'ents et de créatures maléfiques, sont restés couverts de forêts sauvages. L'influence de l'homme est extrêmement palpable dans le paysage de la Terre du Milieu, notamment celle de la déforestation due à l'extension de l'agriculture. En effet, s'il n'y avait pas eu l'agriculture, le modèle de Radagast prévoit que la Terre du Milieu aurait été majoritairement recouverte de forêts. Forêts qui auraient été d'autant plus denses que la concentration de l'atmosphère en dioxyde de carbone, gaz dont les plantes ont besoin pour grandir, est 4 fois supérieure à celle de notre planète. Autant dire que dans des conditions pareilles, les grandes plaines où galopent les fiers cavaliers du Rohan auraient été impraticables. De façon très intéressante, il est remarquable de noter que d'après ce modèle, le Mordor aurait été une terre relativement aride et hostile, même en l'absence de son sinistre maître Sauron. Et s'il n'y avait pas eu les cendres de la montagne du destin pour tout recouvrir, il est même certain que le Mordor aurait joui d'une végétation ténue, mais bien présente, semblable à une steppe telle qu'il en existe dans le Gondor. La répartition des vents dominants, toujours d'après Radagast, est quant à elle assez simple. Au sud, les vents soufflent majoritairement d'ouest en est, tandis qu'au nord, c'est le contraire. Les vents soufflent et emportent les navires vers l'ouest, ce qui explique pourquoi les elfes ont fondé les Havres Gris, le port dont partent les navires en partance pour les terres immortelles au nord de la Terre du Milieu. Terminons maintenant avec la biodiversité de la Terre du Milieu, qui, pour ne rien vous cacher, est quasiment identique à celle que nous connaissons. Il y a des végétaux, bien sûr, dont nous venons de parler. Des invertébrés et des vertébrés, comme des poissons, des reptiles et des oiseaux, et bien sûr des mammifères et des hominidés. Bref, tout un joli bestiaire qui ne se distingue d'une autre que par quelques innovations évolutives inédites chez nous et une certaine tendance au gigantisme. Gigantisme qui ne toutefois pas sans complètement évoquer certaines espèces fossiles qui ont existé dans notre monde autrefois. Ce sont des lapins de Roscobel. Qu'ils essaient donc pour voir. Les éléments les plus étranges de cette faune sont d'ailleurs les créatures à la fois gigantesques et ailées qui ne se rencontrent que dans le pire milieu qui soit pour elles, des cavernes, où être grand et savoir voler ne sert pour ainsi dire à rien. La présence de ces monstres ailés dans des endroits aussi incongrus et leur rareté par ailleurs montrent que ces grottes doivent être des zones de refuge pour ces espèces issues d'un autre âge. Deuxième singularité de ce bestiaire, c'est la diversité foisonnante d'hominidés représentée en Terre du Milieu. Là où sur Terre la seule espèce d'hominidés encore vivante est Homo sapiens, la Terre du Milieu compte une dizaine d'espèces d'hominidés. Des elfes poil aux fesses, des hobbits poil aux slips, des nains poil aux mains, des gobelins poil aux reins, des orques poil aux frogs, des trolls poil aux guibolles. À ce propos, ces derniers, dont les mœurs majoritairement nocturnes ont fait naître la légende urbaine qui se transformait en pierre le jour levé, ainsi que les autres géants, sont intéressants car ils présentent les caractéristiques les plus primitives des hominidés de la Terre du Milieu.
Ils possèdent une intelligence qui, quoique pas négligeable, reste somme toute assez limitée par rapport à la nôtre. Et en plus, leurs bras sont plus longs que leurs jambes, exactement comme c'est le cas chez les chimpanzés ou les gorilles. Ces géants représentent donc l'équivalent en terre du milieu de nos grands singes. Parmi eux, les Ents se distinguent par leur langage complexe et leur incomparable sagesse. Est-ce à dire que les Ents seraient les ancêtres des hommes ? Sûrement pas. Les Ents sont bien trop dérivés pour être les ancêtres des hommes. Leur morphologie parfaitement adaptée à la vie en forêt n'aurait en aucun cas pu évoluer pour donner naissance à celle des hommes. À l'image des paresseux qui laissent pousser sur leur pelage des algues unicellulaires, les Ents laissent pousser sur eux des végétaux commensaux qui leur assurent un camouflage parfait et les callosités de leur peau imitent parfaitement celles d'un tronc d'arbre. L'imitation est si parfaite qu'en fait les Ents se considèrent eux-mêmes plus comme des arbres que comme des hommes. Leur mythologie les fait d'ailleurs plus volontiers descendre des arbres que des primates. Du coup, Ents et hommes descendent tous deux d'un géant ancestral, bien qu'on ne sache pas lequel, faute de fossiles. Et si les Ents ne peuvent pas être les ancêtres directs des hommes, il n'en reste pas moins que les caractéristiques communes qu'ils possèdent, comme l'intelligence, montrent qu'ils partagent un ancêtre commun. Cet ancêtre commun pourrait-il être un elfe ? Mais oui, parce que si l'on en croit la légende, ce sont les elfes qui les premiers ont peuplé la terre du milieu d'abord. Ouais, enfin ça c'est ce que les elfes veulent vous faire croire, parce que la mythologie naine est très claire sur ce point. Ce sont les nains qui sont arrivés les premiers. Alors retourne dans ta forêt, bouffeur de salade. Et toi d'abord, retourne te cacher dans ton trou, malpropre. Sale elfe. Ah, je me casse si c'est comme ça. Bon débat. Évidemment, c'est partout pareil. Pour mieux légitimer sa domination et son hégémonie sur les richesses de la Terre du Milieu, chacun cherche à instrumentaliser la science de ses origines à des fins politiques. Décidément, rien ne change. Bon, on peut concéder aux elfes que, s'ils ne sont pas arrivés les premiers, en tout cas, ce sont les premiers à avoir développé une civilisation, et donc qu'ils possèdent la plus ancienne des organisations sociétales de la Terre du Milieu, en témoigne le fait qu'ils sont restés primitivement des chasseurs-cueilleurs. Leur civilisation très ancienne a donc accumulé une grande masse de savoir par l'expérience, comme la médecine par les plantes, souvent prise pour de la magie elfique par les autres peuples de la Terre du Milieu. Ces nombreuses légendes, ainsi que la grande longévité des elfes et le fait qu'aux yeux de tous les autres peuples de la Terre du Milieu, tous les elfes se ressemblent, ont fait naître le mythe de leur immortalité. Ce dernier point de leur biologie est encore fort discuté dans la communauté scientifique, car les elfes forment un peuple très secret. Enfin, les elfes partagent sûrement des liens de parenté étroits avec les autres hominidés à oreilles pointues, à commencer par les hobbits dont la petite taille est une adaptation à la vie souterraine. Mais aussi les orques et les gobelins qui sont identiques aux elfes à tout point de vue, à part qu'ils sont strictement carnivores. Ce régime alimentaire bien particulier serait une adaptation à la vie dans les terres arides et dépourvues de végétation, du Mordor et de l'Arad. Ils possèdent donc des crocs pointus, ainsi qu'un intestin adapté à la digestion de la viande, relativement plus court et donc moins volumineux que celui des autres hominidés, ce qui leur confère une allure rachitique. La carnivorie expliquerait aussi pourquoi ils sentent aussi mauvais. Ah, mais peut-être pensiez-vous que les orques et les gobelins descendaient directement des trolls ? Mais non, ils n'en possèdent aucune caractéristique typique. Et non, et surtout, il ne faut pas oublier non plus concernant ce dernier point que ce que l'on connaît des orques ne nous a été rapporté que par leurs ennemis. Par ailleurs, l'hypothèse d'une origine commune aux elfes et aux orques est soutenue par les récits légendaires qui situent l'origine des orques parmi les elfes corrompus par le mal. Les hominidés apolis restants, tels que les nains et les hommes, sont difficiles à classer les uns par rapport aux autres, car ils ne partagent aucune caractéristique morphologique qui leur soit propre. Les nains, comme les hobbits, se sont adaptés à la vie souterraine, mais leur nanisme est à l'évidence différent de celui des hobbits. Les premiers sont des nains d'allure hyper adulte, où même les femmes ont des attributs masculins, alors que chez les seconds, au contraire, même les adultes ressemblent à des enfants. Et on en oublie encore plein d'autres dont on ne sait presque rien, comme les résidents des terres immortelles qu'on nomme les Valar, ou bien encore les Dunedains. Mais de toute façon, toutes ces espèces sont capables de se croiser entre elles, à l'image d'Aragorn qui doit sa grande longévité à la petite part de sang d'elfe qui coule dans ses veines. Il ne s'agit donc pas réellement d'espèces différentes, mais de sous-espèces d'hominidés. Ce Stop Science c'est terminé, merci de l'avoir suivi. Pour en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux liens qui sont dans la description. Merci à tous.